Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des Tontons Golfeurs. Je suis toujours avec mes amis de longue date, Kevin et Sébastien. Bonsoir les gars. Salut les gars, vous allez bien? Salut les gars, salut tout le monde. Donc oui, bonsoir, parce que tout simplement aussi, nous enregistrons cet épisode le soir. Il est très tard, très très tard, mais on va être présent pour vous pour développer un épisode spécial sur la technologie. La technologie, on va parler pas de la technologie qu'il y a dans les clubs, mais la technologie de différents, par exemple, radars, comme vous voyez à la télé. Cette petite boîte orange, on va le développer par exemple ici. Mais il n'y a pas que la technologie en relation avec les radars, il y a plein d'autres choses. Mais avant de développer, je vais laisser Kevin et Sébastien commencer par présenter deux de nos partenaires et j'énoncerai le dernier. Eh bien, moi, je voudrais remercier Golf Planet Média Digital, notre média digital, qui est un site internet et aussi une application mobile complètement gratuite. Vous pouvez retrouver absolument toute l'actualité du golf mondial, golf français et bien évidemment les nouveautés des Tontons Golfeurs. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, donc un grand merci à Golf Planet. Un grand merci à Wally Clubmaker pour tous les montages vidéo, sur toute l'aide sur les réseaux. Voilà, ça prend du temps et on les remercie pour tout ce qu'ils font pour nous. Et vous pouvez les retrouver évidemment à Longchamp pour faire des fittings et puis dans les différents shops qu'ils ont pour vous équiper au mieux pour votre année de golf. Et un grand merci à Callaway qui est présent depuis le début de cette aventure. Toutes les nouveautés sont sorties maintenant il y a quelques semaines. N'hésitez pas à les retrouver dans vos magasins préférés afin d'optimiser votre performance et votre jeu. Écoutez les gars, je vais juste poser une question qui va être simple. Kevin, déjà à toi, la nouvelle technologie, c'est quoi ? Alors c'est quoi ? Je dirais que voilà, depuis pas mal d'années maintenant, on a différents outils qui sont arrivés sur le marché qui permettent de mieux mesurer en fait. Mesurer, oui, de traquer ce que fait la balle de golf, plus précisément, ce que fait le club de golf, ce que fait votre corps, les mouvements que vous faites, des choses, ce que fait votre poids. Enfin voilà, c'est plein de petits détails, plein de choses qui ont amené à réfléchir un petit peu ce jeu. Et qui permettent de pousser plus loin des choses qui étaient peut-être retranscrites différemment, mais qui ont toujours été retranscrites par les coachs un peu plus anciens qui, eux, ressentaient peut-être plus certaines choses et essayaient de le transmettre d'une façon à leurs élèves. C'est vrai que maintenant, on a un peu plus de connaissances, ça va un peu plus vite. On arrive à pouvoir le retransmettre à différentes personnes plus facilement grâce justement à ces outils. Moi, voilà, c'est un secret pour personne. J'utilise beaucoup le Trackman, un outil que j'ai découvert en tant que joueur qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre ce que je faisais de bien, mais aussi de mal, et qui m'a aidé beaucoup à m'entraîner. Et le challenge, quand j'ai arrêté de jouer et que je me suis lancé dans le coaching à 100%, ça a été d'amener cette technologie qui faisait un peu peur aux personnes moins aguerries. En fait, de l'amener et de leur trouver un intérêt pour chaque niveau, chaque âge, chaque personne en fonction de ses objectifs et de trouver soit du ludique, soit une manière de mieux comprendre parce que les personnes qui ne comprenaient pas qui ont besoin de comprendre et voir aussi une évolution concrète par les chiffres sur des choses qu'on travaille et pas donner seulement un cours de chiffres. Donc voilà un petit peu comment je résumerais un peu cette technologie. Seb, lui, l'utilise en tant que joueur. Quotidiennement, ouais. Quotidiennement. Antoine, moi aussi, toi, mais sur quotidiennement, mais au putting dans un autre secteur. Donc c'est vrai que maintenant, elle est omniprésente, cette technologie. Et aujourd'hui, on va essayer d'en parler pour vous expliquer comment bien l'utiliser, pas se perdre non plus parce que ça peut être un piège, et que vous trouviez quelqu'un qui puisse vous aider, que ce soit de manière ponctuelle ou à chaque fois que vous faites un cours de golf. C'est vrai que la technologie, en fait, ça a été très décrié au début, quand c'est arrivé, là où beaucoup coachs un peu à l'ancienne ont commencé beaucoup à dire « Non mais c'est bon, moi je le vois à l'œil » ou au pire, je fais une petite vidéo, j'ai pas besoin d'un outil qui me donne des chiffres, ça sert à rien, ça va juste permettre aux mauvais enseignants d'être capables de donner un cours parce que ce qu'ils ne voient pas, ils vont pouvoir le mesurer grâce au Trackman, ce qui est quand même, en fait, la phrase, elle est quand même sympa. De ce que tu ne vois pas, tu peux le mesurer. C'est quand même encore plus précis que de le voir, enfin, selon moi. Mais tu viens de dire un truc vachement intéressant, c'est que la première technologie, en fait, on en parle, mais c'est la vidéo. C'est le premier truc qui est arrivé. La première technologie, ça a été la vidéo. J'ai une anecdote géniale là-dessus de José María Olazábal quand il est passé pro, la première année qu'il a joué en tant que professionnel.
Il a joué donc le Tour européen, vu qu'à l'époque, un Européen, quand il passait pro, il jouait le Tour européen. Il a fini 2e de l'ordre du mérite derrière un certain Severiano Ballesteros. Donc première année, il fait 2e de l'ordre du mérite. Et l'année d'après, il s'est retrouvé à aller jouer aux États-Unis. Et il m'avait raconté que sa première année, elle avait été très compliquée aux États-Unis. Parce qu'en fait, là-bas, il y avait eu le caméscope, qui était beaucoup plus développé en fait, qu'en Europe. La technologie américaine allait plus vite. Et qu'en fait, pour la première fois de sa vie, il s'est vu swinguer. Et il ne pensait pas du tout qu'il swingait comme ça. Et en fait, il a voulu commencer à changer des choses simplement parce qu'il avait vu des choses qu'il ne pensait pas faire. Et vu que ça ne lui paraissait pas soit bon techniquement, soit pas joli, il s'est mis à vouloir changer des choses et ça lui a plutôt desservi. Donc je trouve que c'est une anecdote absolument incroyable. Et qui image, sans faire je vais d'un jeu de mots, image très bien les propos qu'on a ce soir. Et c'est pour ça que quand les anciens coachs ont vu arriver la technologie, qu'ils ont pris peur, au final, ils avaient déjà accepté la vidéo. On parle d'une génération qui a accepté la vidéo, d'une génération qui a du mal du coup à accepter les trackman, les trackers, les radars. Et moi, je le vois avec maintenant l'IA qui arrive. Et pourtant, je suis jeune coach, où je me dis, ouais, mais en fait, l'IA, une fois que tu auras le piqué, ils n'auront plus rien à faire, les mecs, avec l'IA. Donc en fait, je me retrouve à dire presque un discours qui est le même que les coachs quand ils m'ont vu arriver avec le trackman en disant ouais mais alors l'IA ça va remplacer n'importe qui pour venir. Et ça fait quoi à 35 ans de le prendre dans la tronche que t'es un vieux con? Non mais je trouvais ça très drôle et en fait je me suis dit en fait avec l'IA on vit un petit peu presque une évolution qui est la même que quand ils ont vu arriver les radars. C'est évidemment ça va être une analyse plus rapide. Ça va être ce que j'aime bien moi comme résumé là-dessus, c'est que on disait que la vidéo voit ce que l'œil ne voit pas et les radars mesurent ce que nous on voit pas. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on dira de l'IA du coup après? Bon, c'est vrai que mais après en soi c'est une forme d'IA déjà les radars. Ouais. Donc et ils sont en train de le coupler avec, mais je pense que l'IA ça sera plus dans l'interprétation. Ouais. Qui vont venir. Je pense que ce qui nous restera, ça sera la pédagogie. Et ça, ChatGPT ne l'aura jamais. Allez, on y croit. Mais en fait, le truc, c'est que poussé vraiment à son extrême, l'IA sera tellement capable de connaître chaque personne en détail qu'il pourra même se dire, c'est de cette façon-là, direct, qu'il faut lui transmettre le message et lui. Donc, en final, il n'y a pas de limite à l'IA. Il faudra voir comment ça évolue, si c'est vraiment autant investi dans le golf que ça. Mais en tout cas, il y a des multiples possibilités. Et il faudra tout simplement vivre avec son temps. Et voilà, il faudra apprendre à le faire. Et de toute façon, que ce soit avant la technologie, maintenant ou après, les meilleurs coachs sont toujours les meilleurs coachs. C'est des personnes qui sont capables de transmettre et qui ont ce côté humain et cette pédagogie et qui reste pour moi encore le plus important une fois que tu as compris un peu la mécanique générale. Après, on a des façons différentes de le faire. Moi aujourd'hui j'ai choisi de le faire via la technologie mais ça m'arrive de donner des cours où je l'utilise très peu, mais ça me permet quand même d'avoir ça en support et souvent c'est plus bénéfique pour l'élève que pour moi. J'en ai pas forcément besoin dans plein de cas en fait. Donc pas se mélanger et pas penser que quand on utilise bien les radars, c'est pas un cours de chiffres que vous allez avoir. Il y a certains pros malheureusement, et c'est cette image-là que j'ai essayé de démentir au début, c'est qu'ils ont acheté des trackman sans trop savoir, des trackman ou des radars, je suis désolé si on dit sur trackman, mais bon, c'est quand même les leaders du marché. C'est difficile quand tu connais pas très bien, de se dire ok, maintenant j'ai ça, je vais essayer de l'utiliser. Donc en fait, tu es en train de lire des chiffres, et tu mets pas en évidence un ou deux chiffres qui sont largement suffisants pour 90%, 95% parce qu'il de la population. Il doit y avoir une cinquantaine de data. Il doit y avoir une cinquantaine de data à peu près sur un outil comme le Trackman. Moi, je sais que dans mon entraînement... Un peu moins, mais oui. Moi, je sais que dans mon entraînement, j'en utilise 6. Tu vois, et il y en a beaucoup, je ne veux même pas savoir en fait ce qu'ils veulent dire. C'est parce là, on en vient au fait. Est-ce que, par exemple, si on fait un match, j'ai envie de dire, avec les deux technologies les plus utilisées, donc et d'un côté la vidéo
et de l'autre, les radars. S'il y a un match à faire entre les deux, vous préfériez tout simplement avoir un trackman mais ne pas voir le swing de la personne, ou juste avoir une caméra et ne pas avoir de trackman? Ben, moi, je suis pas enseignant, donc j'aurais envie de voir, le mec swinger. Donc c'est les yeux. C'est les yeux qui est quand même au départ. En fait, c'est surtout j'ai envie de voir la balle. En fait, j'ai envie de la voir et j'ai envie de voir la balle. Toi, Kevin, qu'est-ce que tu préférais vis-à-vis de ça? Moi, en fait, ça dépend ce qu'on me demande. Parce que le trackman, tu vas l'utiliser comme une optimisation, en fait, c'est surtout ça. En fait, si j'ai que la vidéo et que je vois pas la balle, en fait, je peux faire des erreurs. Je vais faire des erreurs je vais aller dans du visuel, je vais aller dans de la mécanique. Ouais, dans de la mécanique pure, voire juste de l'esthétique presque. Et l'esthétique, exactement. Et au final, je vais peut-être faire une énorme erreur parce qu'au final, je ne sais pas ce que fait forcément la balle. Je sais à peu près ce qu'elle risque de tourner à droite ou à gauche, etc. Mais les grandes lignes. Mais je risque de faire des erreurs. Pour moi, en fait, les deux sont inséparables. Moi, quand je joue avec mon trackman, je ne suis pas que avec trackman et que je ne fais pas que la vidéo. J'ai vidéo face, vidéo profil et les chiffres. Et là, ça me permet d'avoir... Et en plus, c'est même pas suffisant. Parce qu'il faut que j'ai le passif du joueur qui est en face de moi et son vécu, ce qu'il veut faire, pourquoi il fait ça, ses peurs. Voilà, j'ai besoin de tout ça en fait. Son attention, qu'est-ce qu'il a envie de faire, parce qu'en fait, c'est tout ça. Les données, ça veut tout et rien dire. Les chiffres, notamment de chemin de club, phase de club, jouent vachement par rapport à l'alignement. Si la personne déjà, je ne sais pas où elle est alignée, je ne sais pas ce qu'il vise, bah en fait, les chiffres, ils me servent quasiment à rien. Je vais lui dire, ah ben attends, là, tu as des chiffres. Et s'il me dit que lui, il a l'impression de viser ça, mais en fait, il est juste mal aligné, ça change tous les chiffres. Donc, en fait, c'est un couple de tout ça. Et je trouve que bah, tu as besoin de tout ça maintenant parce qu'on te le propose. Donc, autant le faire les choses parfaitement et d'avoir le plus de données, mais sans forcément que le joueur soit au courant. Ça, c'est le rôle du coach. Et après, tu mets en évidence 1, 2, 3 données en disant voilà, on va travailler sur celle-ci. Maintenant, on va travailler techniquement ça parce qu'on a besoin de ça. On a vu telle problématique. Là, regarde, on le revoit dans le visuel. Là, on le revoit dans ta trajectoire. Là, on le revoit dans les données. Donc, tout coordonne. Donc, parfait. Donc, on va pouvoir travailler ça et on va voir si ça améliore. Tu tapes des balles, on fait la séance. Tiens, regarde, c'est mieux là. On va regarder le chiffre. On dit ah bah ouais, le chiffre, il est mieux. Il est à l'objectif qu'on voulait. Donc, voilà, ça permet de quantifier tout ça. Et je trouve cette façon-là très intéressante. Voilà, avec les enfants, ça va être surtout ce qui va les amuser, c'est certains jeux qui sont assez ludiques, qui sont sur les simulateurs, qui sont quand même très bien sur les radars. Mais ça va être aussi de savoir leur distance. Ils adorent. Les gamins, ils adorent essayer de taper un peu plus fort. Et puis, c'est le moment où il faut développer un peu cette envie de taper fort et de faire tourner la balle d'un côté, de l'autre. Moi, j'ai plein de gamins qui connaissent parfaitement les chiffres. Ils connaissent mieux les chiffres. Ils ont 8-10 ans. Ils connaissent mieux les chiffres que certains adultes. Et ils adorent, en fait, comprendre, faire les trucs, faire des records de chiffres parfois, mais qui sont même pas importants pour le truc. Mais il faut faire un record d'une donnée parce que ça les fait marrer. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est sympa. Et voilà, et de savoir que moi, tous les gamins, je leur fais des records avec chaque club. Et d'essayer en fait de faire évoluer ça, bah, en fait ça voit aussi une évolution et le gamin c'est sympa pour eux. Pour les seniors, ça va être de l'optimisation parce que malheureusement on peut pas tout faire, on peut pas faire swinger les gens de plus en plus vite. On essaye, hein, mais ça va être souvent les mêmes problèmes. De la perte de distance, une balle qui peut avoir tendance à être coupée. Et donc bah là, on va essayer d'améliorer la balistique. Et là, tout de suite, au trackman, tu peux le quantifier. On ne te dit pas juste ah bah celle-ci, elle est un peu mieux. Non, tu te dis bah celle-ci, ou elle est 3 mètres plus forte, ou elle est 10, ou elle est 20, ou elle est 25. Mais au moins, personne ne se ment, quoi. Il y a pas de. Ouais, c'est le côté mesuré en fait de la technologie qui est quand même hyper important. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un swinger, tu vas quand même tout de suite avoir une bonne idée de ce qu'il peut faire de bien, de pas bien. Tu vas voir sa balle, ça va être une bonne confirmation de ce qu'il y a de potentiellement de bien ou pas bien. Mais quand tu peux le mesurer, et qu'en l'occurrence, dans une leçon, quand tu, en plus de ça, peux lui montrer en fait les chiffres en lui disant « Regarde bien, là, tu viens de taper cette balle-là, c'est ce chiffre-là qui va être différent. » Et celui-là, il va être stable. Donc, tu t'es trompé, on va dire, un petit peu de montagne et escaladé. C'est-à-dire que toi, tu croyais que c'était par ta phase de club qu'il fallait le gérer, alors qu'en fait, c'était par ton chemin. Enfin, tu peux vraiment essayer de faire beaucoup bouger les choses comme ça, en fait, en te servant du mieux possible de la technologie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la technologie est souvent décriée simplement parce qu'en fait, elle est mal utilisée. Comme il y a beaucoup de choses. C'est vrai que pour l'instant, on parle beaucoup de radars, et particulièrement de radars de grands jeux,
mais je pense que dans le putting, c'est exactement pareil aussi, Antoine. Je pense que de temps en temps, les outils que tu utilises te permettent d'avoir des informations mesurées qui sont beaucoup plus pertinentes pour tes élèves, beaucoup plus pertinentes pour toi aussi, voire de temps en temps, ça doit peut-être même t'aider à te dire « Oh, je pensais peut-être pas que ça venait de là, mais en fait, ça vient de là. » Ouais. Après, c'est vrai que ces outils-là, moi, j'utilise vraiment comme un support. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une séance entière où je vais allier technologie avec de la vidéo. Enfin, du moins, technologie vidéo et technologie radar. C'est quelque chose qui permet d'expliquer avec beaucoup plus de précision, en fait, pourquoi la balle part dans telle direction. Et je trouve que c'est formidable. Formidable que les gens puissent davantage comprendre la raison pour laquelle une balle part dans cette direction, parce que moi au putting, une balle qui sort à droite, ça peut autant être un alignement, ça peut être sur la mécanique, ça peut être aussi un problème de réglage de putter, ça peut être un problème de contact, et ça, il y a des choses qui sont facilement maintenant exploitables et explicables à travers cela. Donc après, je ne pense pas qu'il faut être complètement dépendant, mais c'est vraiment un support qui nous permet de comprendre beaucoup plus. Et j'avais toujours un peu peur, effectivement, quand des personnes qui étaient un petit peu plus âgées, donc old school, venaient et que je mettais en avant la technologie, notamment je parle du radar. Et c'est vrai que pour la majorité, ça a tous été très bien reçu parce que maintenant ils disent « Ah ouais, c'est bizarre, maintenant je comprends, avant je ne savais pas, mais je comprends bien maintenant par les chiffres et tout ça. » Donc je trouve que c'est une super utilité et ça a permis à beaucoup de joueurs de progresser et surtout à l'ensemble des professionnels de devenir meilleurs dans leur métier, les professionnels joueurs et les professionnels aussi enseignants-coachs. C'est ce qui prouve qu'en fait, quand elle est bien utilisée, pardon Kevin, mais c'est ce qui prouve, c'est que quand elle est bien utilisée, elle est forcément bénéfique. On le voit très bien. En fait, on prend le top 100, voire le top 200, et on pourrait même se mouiller en disant peut-être le top 300 mondial. Tout le monde travaille avec de la technologie. Mais pas forcément tous les jours. Ok, il y en a certains, c'est des abrutis de technologie, ils fonctionnent qu'avec ça. Il y en a qui y font appel de temps en temps. Il y en a qui font des check-ups parce qu'on parle de technologie radar, mais on peut parler aussi de tout ce qui est plaque de force, de tout ce qui peut être la 3D, la K-Vest, toutes ces choses-là, en fait, qui, par exemple, par rapport au swing de golf, en fait, il y a beaucoup d'outils différents. On a été pour l'instant très centré sur les radars et même particulièrement sur la technologie TrackMan, qui est une technologie. C'est bien, cite les quelques outils qui sont utilisés par les professionnels pour des check-ups, par exemple. Comme la K-West ou la 3D, à quoi ça peut servir. La K-Vest, la 3D, il y a Gears, enfin il y a beaucoup. Il y a beaucoup de... Qui sont des outils effectivement qui peuvent te montrer en fait. C'est plus de la biomécanique en fait, c'est de la biomécanique plutôt que de la balistique et du club. Ouais. Et en fait, ça te met ton corps en 3D, ça te permet de voir des mouvements de mesurer des angles. Ouais, exactement. Et ça, pour le coup, je pense que ça, c'est très bien pour des analyses au quotidien. Je pense que ça serait peut-être trop. Je trouve que les plaques de force, c'est à la limite de ça. Ça pourrait être utilisé plus souvent, mais c'est à la limite de ça. Les autres pour moi, ça reste quand même vraiment des outils qui sont sympas à faire pour avoir une analyse vraiment poussée et que tu fais à des moments clés dans ta saison ou un début d'hiver, ou voilà, pour avoir vraiment un état des lieux. Après, de travailler ou pour régler vraiment une problématique qui est ciblée déjà et que tu as besoin de ces outils-là pour cette précision-là pour pouvoir le travailler. Notamment, je pense aux plaques de force où ça peut parfois être le cas, où c'est pas évident de le ressentir. Donc, voilà, c'est toujours intéressant. Par contre, vous avez dit tous les deux, vraiment pour moi, le mot important de la technologie, c'est qu'en fait, si c'est bien retransmis et bien expliqué, on comprend enfin. Moi, franchement, j'ai compris le swing de golf et j'ai compris comment ça fonctionnait, la mécanique, grâce à tout ça. Et pourtant, j'ai joué 20 ans au golf en ayant je ne sais pas combien de coachs différents, qui étaient tous des excellents coachs, je ne dis pas, et partout en France, etc. Mais malgré tout, qui ne m'ont jamais aidé à comprendre la mécanique. Ils m'ont aidé à comprendre le jeu, ils m'ont aidé à mieux jouer. Mais en fait, j'avais aucune idée de ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Quand je voulais faire ci,
il fallait que je mette ça en place, tout ça. Je ne pouvais pas mettre des mots dessus, j'avais que des sensations. J'ai appris à jouer qu'avec des sensations. On me disait, c'est cette sensation-là pour faire ci, c'est cette sensation-là pour faire ça. Mais j'avais aucune idée de ce que je fais. Et c'est pour ça que je comprends très bien l'image de Olazabal qui, quand il dit qu'il a découvert comment il swingait alors qu'il était déjà dans les meilleurs joueurs européens et mondiaux, bah ça prouve que évidemment, on pouvait quand même arriver à bien jouer sans tout ça. Mais malgré tout, bah, peut-être que ça lui a donné des explications qu'il avait sur des choses qu'il ne comprenait pas. Et le piège, bah, comme tu disais très justement, c'est d'avoir voulu même améliorer des choses visuelles et des esthétiques qui au final font ça pour le coup souvent du mal aux golfeurs. Ouais, bah ça, en plus de ça, on a eu une question dans le sondage qui nous a été qu'on a donné de Geoffrey, avec qui j'étais à l'école de golf, de justement en fait de temps en temps trop de data peut tuer le jeu de golf, voire tuer le swing de quelqu'un. On peut complètement se perdre si la technologie est mal enseignée et mal amenée sur le tapis. Sans faire de jeu de mots non plus, le tapis de practice, bien évidemment. Donc, il faut faire très attention. Et donc, du coup, c'est souvent par des personnes qui maîtrisent la technologie et qui sont en fait aussi de bons enseignants de golf. Sinon, en fait, on demanderait simplement à un employé de la marque du radar qu'on a de venir nous expliquer les chiffres et puis terminer. Enfin, c'est pas facile de se servir d'un outil comme ça toute la journée, tout seul, pour essayer de progresser. Parce que, s'il y a des gens qui font des formations pour justement pouvoir l'utiliser le mieux possible, c'est pas juste en le prenant et en l'utilisant un peu qu'on va tout comprendre. Moi, je l'utilise depuis 9 ans et je considère que je serais pas capable de donner un cours avec un TrackMan parce qu'en fait, je n'utilise tellement que les données qui, moi, m'intéressent que en fait, je suis pas sûr de pouvoir faire ce que toi tu fais, alors que je l'utilise depuis très longtemps. Par contre, on a beaucoup parlé de TrackMan, je voudrais juste qu'on évoque un tout petit peu quand même aussi les autres radars, parce qu'on parle quand même, le TrackMan, ça doit coûter 20 000 euros. Donc clairement, pas tout le monde y a accès, aussi bien les joueurs de golf que les enseignants, que les technologies sur les practices comme le Top Tracer ou le TrackMan Range sont moins développées que la petite boîte et plus généraliste. Donc qu'est-ce qu'on va trouver comme outil, on va dire un petit peu comme outil de radar? Dans quel style de gamme de prix? On ne va pas pouvoir faire des comparatifs parce qu'on n'a simplement pas assez d'informations vis-à-vis de ça. On ne connaît pas assez bien les autres outils, mais est-ce que vous connaissez d'autres outils qui sont utilisables et qui ne coûtent pas le prix du TrackMan, bien évidemment? Alors, on va le faire de façon dégressive. On va avoir le GC Quad qui lui est un poil moins cher que le TrackMan. Et encore, ça dépend parce que ça fonctionne par option, où tu peux rajouter des options de données en fait qu'il prend. Et tu peux vite arriver au même chiffre que le TrackMan. Après, tu avais le FlyScope. Donc le GC Quad qui néanmoins, moi j'aime bien l'épreuve par les meilleurs joueurs du monde. Ouais. Et je crois que le TrackMan était utilisé par 98 des 100 meilleurs joueurs du monde il y a quelques années, donc ce qui prouve quand même que la technologie elle est quand même assez pertinente. Et certaines marques ont essayé de rentrer dans ce marché, mais la seule qui a réussi à vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière, ça a été justement Foresight avec GC Quad, parce que c'est extrêmement utilisé. On voit énormément de Foresight, voire des joueurs qui ont les deux. Mais on voit énormément de Foresight, de GC Quad justement, qui sont présents sur le practice, sur les practices ou sur les parcours du PGA Tour ou du Tour européen. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui amène des données qui sont assez similaires. Je veux dire, après, est-ce qu'au niveau de l'installation, par exemple, de l'outil, c'est ça qui fait une vraie différence? Pourquoi ça... TrackMan a essayé de faire aussi quelque chose, tu vois, de plus facile. Après, est-ce que c'est peut-être encore plus facile de poser le GC Quad? J'en sais rien, je ne l'ai pas beaucoup testé. Mais donc Ouais, c'est un peu plus facile en fait de le transporter. Et en fait, souvent les joueurs ont les deux, juste parce que le TrackMan est le meilleur pour la balle, ça c'est 100%. Par contre, le GC Quad, il se pose devant. Donc en fait, il voit un peu moins bien la balle. Par contre, il voit la face de façon un peu plus détaillée dans le mouvement au moment de l'impact. Donc voilà en gros la différence, mais on est dans des niveaux de précision qui sont très élevés. Mais voilà les petites différences. Donc c'est vrai que les joueurs peuvent avoir les deux de temps en temps, ou des personnes qui ont commencé à apprendre à travailler avec restent avec un, et où TrackMan
et pour le coup très fort, c'est qu'ils ont une base de données que n'ont pas les autres en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de joueurs qui l'ont utilisé et à tellement haut niveau qu'en fait ils ont une masse de données, de retours d'informations et de comparatifs qui est inimaginable et qui permet en fait quand tu compares des chiffres Trackman, c'est des chiffres Trackman que tu compares en face et en fait c'est facile et pour les coachs et pour les joueurs et pour tout le monde de savoir où tu en es. Parce que quand tu prends des données d'une autre manière, parce que chaque radar les prend d'une autre manière, pas forcément au même point de compression de la balle, parfois c'est à l'impact, parfois c'est au plus gros point de compression, parfois c'est à la sortie de balle, en fait tu n'as pas les mêmes données exactement, donc du coup tu ne sais pas si c'est mieux ou moins bien par rapport aux comparatifs que tu as. Tu vois les comparatifs à la télé et en fait tu dis ouais mais moi j'utilise un truc qui ne donne pas exactement la même chose. Donc c'est pour ça que pour l'instant il reste quand même aussi les leaders là-dessus. Ensuite, on a aussi FlightScope qui est là depuis longtemps, qui fait aussi du launch monitor. On a Garmin aussi qui en fait depuis quelques temps. Ouais, tu as Garmin exactement. Il y a des petits et des gros aussi, ouais. De FlightScope. De FlightScope, il y a Garmin qui vient de sortir un nouveau, mais il y en a un petit avec une sorte de trépied qui vaut 500 ou 700 balles. C'est Rapsodo aussi qui est un peu concurrent là-dessus sur le même style de format. Rapsodo, il y en a un, celui de Tiger. Full là, Swing, qui est sorti, ça s'appelle, je crois. Full Swing. Voilà, il y a en gros tu as un panel. Qu'est-ce que ça vaut ces petits à quelques centaines d'euros? Parce que ça nous a été beaucoup posé comme question de est-ce que un radar ça se résume à un Trackman ou un GC Quad ou est-ce que en fait il y a des radars qui est-ce qu'il y a des radars en fait à bien moindre coût parce que on est bien d'accord que c'est quand même très cher. Mais est-ce qu'à quelques centaines d'euros, il y a des trucs qui valent le coup, en fait, vraiment? Alors attention, on n'est pas en train de faire une étude de marché ou quoi que ce soit. Je ne suis pas en train d'essayer de vous piéger. Hein. C'est vraiment... Parce que moi, je pose la question aussi, vu que je ne les connais pas, en fait, les produits. Donc, je ne sais pas ce qu'ils apportent. Non, mais est-ce que déjà on pourrait y avoir une question de se dire est-ce que cette technologie, donc Trackman, FlightScope, qui est quand même assez chère, est plus destinée à un professionnel ou à un très bon amateur, alors que les outils qui sont, enfin les produits qui sont un tout petit peu moins chers peuvent être beaucoup plus accessibles financièrement, mais du coup plus adaptés au niveau amateur. Pourquoi? Parce que moins de détails, peut-être un tout petit peu moins précis, mais est-ce que déjà, est-ce que les joueurs professionnels ont besoin d'autant de précision que ce que donne le Trackman? Ça, je ne sais pas. Mais donc, il y a peut-être donc, plus accessible en termes de prix. Plus facile de compréhension. Moins de data, donc plus accessible en termes de compréhension. Donc, ça pourrait sembler être une alternative pas mal. Moi, je les ai comparés parce que forcément, j'ai beaucoup de mes joueurs ou des enseignants qui sont à ma droite et ma gauche qui achètent des outils de ce type-là et qui forcément la première chose qu'ils veulent faire c'est venir les comparer avec le Trackman, ce que je comprends pour voir s'il y a un ajustement à faire dans la lecture qu'ils doivent faire des chiffres, s'il y a quelque chose de récurrent ou pas. Pour être très honnête, de toute façon il n'y aurait pas des gens qui achètent des produits à 20 000 euros si c'est la même chose qu'un produit à 700 euros. Il y a la différence, il y en a forcément une, il y en a plus d'une d'ailleurs, dans la précision. Tout simplement parce que par exemple le Trackman, il y a 2 radars dedans. C'est des radars qui étaient utilisés à l'époque par l'armée pour suivre les missiles. Et cette technologie, il y en a un qui est sur la balle et tu en as un qui est sur la tête de club. Et en fait, si tu veux, il y a des multiples données qui sont prises et qui sont, si tu veux, très peu croisées les unes avec les autres. Il y en a certaines qui font des calculs parce que c'est le propre aux chiffres, mais il y en a très peu. Alors, la grosse différence qu'il va y avoir avec les radars moins chers, c'est qu'en fait, eux, ils ont un radar, en plus qui est moins développé, et ils prennent qu'une donnée ou deux. Et tout le reste est calculé. Et tout le reste est calculé. Donc, la problématique, c'est que sur une balle, si la donnée qui est prise, elle est bonne, les calculs sont à peu près bons, on se retrouve à un truc qui est assez proche du Trackman, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il commence à avoir des petites erreurs, parce qu'il y en a, même au Trackman, il y a des erreurs de temps en temps de prise, sauf que comme tu as 15 qui sont mesurés vraiment, il se rattrape, tu vois, il se rattrape parce qu'il y en a une qui est incohérente, tac, 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 ça se fait. Là, il n'y en a qu'une. Donc, si elle est mal prise, en fait, tu as tout qui est faux. Et malheureusement, si tu fais ça, et qu'en plus de ça, tu joues dans des practices où les balles sont un peu moyennes, où c'est des balles de practice, où souvent il n'y a pas la conversion qui est faite parce que tous ces radars-là, ils ne convertissent pas aussi avec la balle de practice. Donc en fait, ils sont plutôt bons. Tu vois, moi j'étais assez surpris par le Garmin qui est le moins cher de la gamme de tout ce qu'on dit, par exemple avec des vraies balles de jeu sur du wedging.
C'est-à-dire que tu te mets sur un pitch and putt entre 50 et 100 mètres avec des vraies balles et tu fais ton wedging. Honnêtement, sur la distance carry de la balle, donc où elle atterrit, je suis pas sûr que c'est un intérêt à prendre un TrackMan. À partir du moment où tu joues balle de practice, ça va être n'importe quoi. Il n'y a pas les conversions, donc tu vas plus savoir quoi faire. Et quand tu commences à monter dans les distances, en fait, les données sont de plus en plus un peu approximatives. Donc en fait, je trouve qu'il y a ces outils-là. Il faut déjà savoir pourquoi tu le prends. Je pense que si tu as envie d'acheter quelque chose pour faire de la travail technique poussé, tu ne peux pas te permettre d'avoir un truc qui calcule et qui est un peu aléatoire. Si tu te dis, je veux m'entraîner de façon un peu plus ludique et puis je veux progresser par exemple sur mon wedging. Tu parles d'un truc aléatoire, tu ne parles pas de l'enseignant. Hein. Non. non, mais c'est un truc aléatoire, je parle de l'outil. Mais par contre, voilà, entre rien du tout, parce que la question elle est là aussi, entre rien du tout parce que j'ai pas les moyens et j'ai pas l'envie de mettre 20 000 € dans un TrackMan et un petit radar, bah moi je suis pas loin de penser que c'est bien d'avoir quand même un petit radar, en acceptant que voilà, il y a peut-être quelques données qui vont pas être oui, que parfois il y aura une balle perdue. Voilà, des données incohérentes, et bah celle-là on la compte pas quoi. Exactement, et ça amène quand même un intérêt pour la technologie, pour la compréhension. Bon, voilà, et pas hésiter de voir avec votre coach si jamais vous êtes joueur et que vous avez ces outils-là, pour justement voir ce qu'il en pense. Si lui ça colle un petit peu avec ce qu'il voit aussi. Mais les angles d'attaque, c'est compliqué à être pris par ces petits outils-là. Il y a pas mal de données, en tout cas, qui sont assez mais la distance, difficiles. La distance de vol de balle, c'est quand même une sacrée donnée. Hein, si tu trouves qu'il y a de la précision. Sur des vraies balles, neuves et tout, il n'y a pas de problème. Ouais. Et le problème, c'est que c'est souvent utilisé au practice. Donc, après, si tu sais que c'est à peu près 10-15% les balles de practice, bah, tu t'en sors. Tu sais à peu près ce que tu dois compenser. Et voilà, mais ça devient du à peu près sur du à peu près. Tu vois. Donc, voilà, après, en tant que coach, moi, ça m'embêterait d'enseigner avec du à peu près. Après, je comprends que tout le monde n'ait pas envie, ne puisse pas mettre cet argent dans un TrackMan. Et après, je comprends aussi que des gens qui enseignent depuis 15, 20, 30 ans sans, je ne suis pas sûr que ça soit dans leur intérêt, si c'est déjà des bons coachs, de changer leur façon d'amener leur golf. Ils auront leur façon. Ça conviendra encore à plein de personnes qui auront envie d'apprendre de cette façon-là. Et moi, je ne conseille pas parce qu'en fait, ils deviennent pas bons en fait. Ils se mettent à faire des cours de chiffres parce que ils sont pas à l'aise avec cette façon-là de transmettre le message. Et du coup, ils sont dans un entre-deux en voulant suivre la technologie et tout. Moi, je pense pour moi, il faut bien choisir comment tu veux l'enseigner. Je pense que tous les nouveaux enseignants, il faut qu'ils le soient parce qu'ils seront obligés de vivre avec ça. Ceux qui sont là déjà depuis plus de 20 ans, 15 ans, je suis pas sûr que ça soit le moment de se mettre, ça dépend à ça. S'y intéressent tout simplement. Il y en a certains qui vont vouloir aussi évoluer avec le temps comme Isquias. Je suis sûr que la meilleure des choses, je pense que c'est de s'ouvrir d'esprit et de se dire que voilà, tout évolue. Enfin, je veux dire, on peut faire des comparaisons avec des voitures, avec tout ce qu'on a. Dans pas longtemps, de toute façon, notre portable, il fera frigo. Enfin, tu vois, il y a un moment aussi, il faut pouvoir s'adapter avec tout ce qui se passe. Et après, c'est juste une question d'intérêt. Moi, il y a des coachs qui ont 70 ans, 75 ans, qui l'étaient pas du tout et qui sont très contents d'avoir maintenant des outils comme ça qui leur permettent de comprendre certaines choses. Donc, pour moi, c'est juste s'ouvrir et s'intéresser. Moi, je suis d'accord sur des données ponctuelles. Moi, je trouve ça dangereux quand même de venir. Je parle pour ceux qui enseignent déjà très bien et qui ont déjà une clientèle, parce qu'en fait, tu fais faire des cours qui ont plus l'âme et l'énergie que tu avais, et en fait, tu te mets en comparaison avec des gens qui connaissent parfaitement cette technologie en fait. Donc en fait, tu n'as plus de différentiel dans ton enseignement si tu n'utilises plus ta pédagogie. Après, il y en a certains effectivement qui vont utiliser la pédagogie qu'ils faisaient déjà très bien, couplée à ça, et tout va bien. Hein. Je dis juste que voilà, je trouve qu'ils sont dans une position, ceux qui, tu vois, je dirais les coachs de plus de 60 ans, pour en connaître pas mal à Longchamp, où ils sont dans un entre-deux. Et en fait, je ne sais même pas leur dire s'il faut vraiment switcher ou pas, parce que je trouve que ça peut être des très bons enseignants. Et je trouve que en fait, quand ils ont les chiffres à côté, ça redevienne un peu des enfants ou des coachs débutants. Alors, c'est un peu bizarre, tu vois. Et ce que j'aime bien, et ça, il y en a, ce que je trouve très, très bien,
et très intelligent de leur part, c'est quand ils voient qu'ils ont des élèves ou qui sont intéressés par cette technologie et qui au final, eux aussi peuvent être intéressés, en fait, ils viennent en consulting. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir, ils disent Kevin, on va venir 1 heure, on va venir une demi-heure te voir avec tel élève. Et j'aimerais que tu nous dises un petit peu, que tu nous expliques avec les chiffres, etc. Tiens, si la balistique est bonne, si ce qu'on fait, c'est cohérent. Et ça, c'est génial. Moi, je suis pas là pour lui piquer son élève. Je suis là vraiment en consulting, je lui explique le truc, je lui explique les choses. L'élève est super content parce qu'il adore son coach. Et ça fait 10 ans, 15 ans, je ne sais pas qu'il est avec lui. Il se dit, j'ai pas envie de changer de coach, mais je suis intéressé par cette nouvelle, je suis curieux. Donc en fait, il l'amène à cette curiosité. Donc je trouve que c'est le meilleur panel en fait. Et puis ils repartent, ils ont fait une consulting et puis ils peuvent continuer à faire leur travail en ayant plus de précision. Mais surtout, en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que, en tout cas, la technologie aussi bien, enfin surtout la technologie très poussée comme le TrackMan, comme le GC Quad, c'est que c'est des technologies qui sont très compliquées à utiliser seules, simplement parce qu'il faut beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances de la machine, ça ne suffit pas de lire la notice, ni de juste l'utiliser pas mal d'heures au practice. Il faut vraiment, vraiment, vraiment rentrer dedans, faire des formations, comprendre comment ça fonctionne. Donc, c'est vraiment des technologies... Et taper. Et tu vois, ouais, pour faire bouger... Toi, tu serais bien meilleur que ce que tu penses, parce que malgré tout, tu as une connaissance, tu as une avance sur la connaissance des chiffres et comment les faire bouger. Et ça, c'est ça qui m'a donné beaucoup d'avance, c'est que je tapais tous les jours avec pendant 8 ans avant de commencer à enseigner avec le TrackMan. Ouais. Donc en fait, chaque chiffre, je les connais parfaitement et je sais que mécaniquement, quand je bouge ça bouge ça, ça bouge ci. Donc en fait, quand je sais qu'il y a un chiffre qui ne va pas, j'ai 2, 3, 4 façons de les faire bouger pour améliorer et pour le transmettre à l'élève. Et c'est ça qui est le secret de ces technologies, c'est vraiment cette connaissance-là. Et quand tu as beaucoup tapé toi-même avec, tu as fait beaucoup d'heures de recherche en fait. Et aujourd'hui, ça paye de connaître le TrackMan et d'avoir passé beaucoup de temps, ça paye sur ma connaissance de ce produit. Ouais, tiens, Kevin, parce que toi qui l'utilises très régulièrement, même si toi aussi Seb, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais qu'est-ce que le radar, donc celui concernant le vol de la balle, a permis de découvrir par rapport à ce qu'il n'y avait pas avant? Est-ce qu'il y a... Après, les meilleurs coachs du monde, ou même Ben Hogan et compagnie, tout le monde le savait en fait avant la découverte en fait, avant que le TrackMan vienne prouver quelque chose de complètement différent. Mais c'est vrai qu'il a été énormément enseigné pendant très longtemps, de manière presque globale, que la sortie de balle était influencée énormément par le chemin de club. Parce que c'était l'énergie du club qui emmenait du coup la balle dans tel endroit. Et en fait, la quantité d'effets était produite par l'orientation de la face par rapport à ce chemin. Donc, plus la face était ouverte par rapport au chemin, plus il y allait avoir un fade, un slice qui allait être créé, enfin un effet de gauche à droite pour les droitiers. Et en fait, la technologie a démontré d'abord, et ça a été une surprise quand même un petit peu dans le monde du golf quand c'est arrivé, c'est que la direction de sortie de balle était à 85% dépendante de l'orientation de la face de club au moment de la frappe. Et ensuite que c'était le différentiel effectivement de cette face par rapport au chemin et le contact qui allait donner des effets à la balle, mais qu'en fait c'était la face de club qui donnait la direction initiale. Et ça avait été une grosse révolution, même si quand tu lis les vieux bouquins de golf, tu vois que les très très anciens et les très très bons, ils avaient déjà compris que c'était pas le chemin qui emmenait la balle. Mais c'est juste qu'en fait, et en bougeant le chemin, il bougeait aussi la face, ouais. Et du coup, ça faisait à peu près ce qu'ils voulaient en fait. Ils avaient pour faire un draw, il y en avait qui démarraient avec la face déjà très ouverte, d'autres qui fonctionnaient avec la face très fermée. Enfin, il y avait plein de façons de faire les différents effets parce qu'il y avait un peu de la compréhension et en même temps. Ce loft, pour répondre totalement, plus il y a du loft, moins c'est le cas. Voilà. Moins la phase de club donne la direction. Voilà. Je donne souvent l'image de l'assiette. Une assiette que tu tiendrais comme ça, là, en face de toi, elle donne une direction. Maintenant, si elle est comme ça, tu peux la tourner dans tous les sens, elle ne donne plus de direction. Voilà. Donc, c'est la même chose. C'est-à-dire, plus le club il est ouvert, moins il donne de direction. En fait, c'est un bon exemple, mais tu mets souvent une assiette à la verticale, toi ? Ça m'arrive, quand je démonte justement ça. Donc ensuite, on peut dire quand même que les petits outils technologiques type radar
peuvent être intéressants en sachant très bien que si on veut une Ferrari, on va chez Ferrari, mais que si on va acheter une petite voiture française Peugeot, qu'on ne va pas aller faire du rallye. Enfin, si on pourrait faire du rallye avec, vu qu'ils ont été champions du monde de rallye, mais en tout cas, il faut savoir ce qu'on achète. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un petit outil d'avoir la précision du Trackman, parce qu'un outil qui vaut 500 €, celui à 20 000 ne pourrait plus exister si celui qui est à 500 fait déjà son travail, en tout cas. C'était un petit peu pour conclure sur les radars de grand jeu, parce qu'on a quand même d'autres choses aussi à voir. Et bien évidemment, avec ces petits radars, il y a aussi tout maintenant dans beaucoup de golf en France, ça se met à beaucoup se développer, donc les Trackman Range, mais aussi les Top Tracers, qui en plus sont au groupe Callaway, et qui se développent beaucoup aussi, justement pour pouvoir donner accès aux membres et aux extérieurs, justement de pouvoir accès à des données. Là, forcément, c'est des radars qui sont beaucoup plus loin de la balle, qui mesurent de plus loin. Donc, il y a aussi parfois des incohérences et des impertinences. Donc, toujours prendre les choses avec des pincettes. Mais au moins, ça permet de donner un entraînement un petit peu plus ludique aux personnes et qui est quand même génial. Moi, c'est vrai que dans les golfs dans lesquels je m'entraîne, donc à la Tour Salvani quand je suis à Lyon, mais quand je vais aussi à Évian, là où à Évian, il y a le Trackman Range d'un côté et le Top Tracer de l'autre. Et c'est vrai que c'est assez incroyable en fait de voir le nombre de personnes qui passent du temps au practice avec l'écran à côté, mais surtout en fait qui font des jeux de la balle, le chiffre, même des jeux, parce qu'il y a des vrais jeux qui sont intégrés. Et je trouve ça assez sympa. En fait, ça donne un côté un peu plus ludique. Ils peuvent jouer du parcours. Tu peux faire 18 trous en 1 heure. Tu peux faire des parcours chez toi. Tu peux faire des parcours, c'est quand même sympa. Pour les gamins, tu peux faire Angry Birds. Enfin, ça a de la gueule. Donc ensuite, on a parlé de la K-Vest, du Gears, de la 3D. Donc ça, c'est vraiment des choses biomécaniques. On a des notions, mais moins. C'est vraiment hyper intéressant d'aller faire de la K-Vest, du Gears, de la 3D pour pouvoir justement... on vous laisse peut-être aller vous renseigner pour éviter de faire un épisode de 3 heures. Mais pour aller voir un petit peu à quoi ça ressemble, où est-ce que vous pouvez en trouver. Mais en fait, c'est assez intéressant pour aller faire des bilans. Moi, je sais que j'en fais entre 1 à 2 par an pour justement faire des petits bilans. Moi, en tant que joueur, ça c'est vu que vous nous écoutez, il y a aussi beaucoup de joueurs qui nous écoutent, des joueurs de tout niveau, je parle. C'est que, par exemple, moi, je n'ai pas forcément accès aux données. C'est-à-dire que ça, c'est mon coach qui va les recevoir, qui va recevoir une analyse de la personne qu'on vient voir en consulting. Et en fait, moi, je ne les vois pas forcément les données parce que justement, le joueur, je repense à la question de Geoffrey que je trouvais très bonne, qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est que de temps en temps, trop de data tue la data et en tout cas tue surtout le jeu de golf. Donc, il faut faire très attention à ne pas aussi tout prendre il faut que je comprenne, mais en fait, non, il y a plein de points sur lesquels on n'a pas besoin d'être... Ou en tout cas, elles doivent être déjà ingéré par le coach qui doit ressortir un discours qui lui semble cohérent pour le joueur. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant qu'il l'ait. C'est que lui, il va pouvoir dire ce qu'il a envie de dire. Mais en tout cas, il n'y a pas besoin de dire en fait, sur toutes les balles, tu étais moins 2 là, tu étais moins 1 là, tu étais plus 1 là. Bon, ça, hop, on a le cerveau qui part en ébullition. Il faut se rappeler que le but, c'est pas de faire le meilleur swing possible, c'est de mettre la balle dans le moins de coups possible. Alors, un très bon swing, ça aide. Mais il y a des très très bons swingers. Il y a des gens qui ont amélioré leur swing de golf et leur biomécanique et qui sont devenus des moins bons joueurs. Il y en a beaucoup. Ouais. En tout cas, à très haut niveau, c'est sûr. À moins bon niveau, je ne sais pas trop comment ça se passe vis-à-vis de ça. Mais à très haut niveau, il y a beaucoup de gens qui se sont complètement perdus en voulant faire bouger des chiffres ou bouger le corps différemment. C'est souvent des problèmes de personnes qui sont trop sur des visuels qui pensent avoir analysé sur Internet, sur les réseaux, sur les swings des meilleurs joueurs du monde et qui ne sont pas forcément adaptés à eux dans leur mécanique, dans ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et j'en vois qui vont très très loin en fait, de temps en temps dans des croyances ou dans des choses qu'ils ont l'impression d'avoir compris ou qu'ils ont l'impression de voir. Et ils ont l'impression de le reproduire, et en fait, ils ne le reproduisent pas, ou en tout cas, ils essayent de le mettre en place, et ce n'est pas la même chose. Enfin, voilà, c'est pour ça que essayez toujours, quand même, quand vous opérez des changements techniques, d'avoir un suivi avec, plus ou moins régulier avec un pro à qui vous partagez cette expérience et cette envie de progresser, qui puisse vous dire, là, vous n'êtes vraiment pas dans le bon chemin, monsieur. Ou voilà, il faut savoir dire aux gens aussi quand ils sont en train de se tromper. Le golfeur croit toujours qu'il va s'en sortir tout seul. Ouais. Ça me fascinera toujours, ça.
Ah ouais, mais après, c'est un peu propre Alors, au j'en ai caractère parlé, de c'est marrant, chacun. j'en ai parlé avec un de nos auditeurs il n'y a pas très longtemps qui, bien évidemment, m'a dit, ouais, mais un petit peu, mais enfin, on en a parlé le jour de l'enregistrement. Et il m'a un peu dit, tu vois, c'est comme ça que j'ai reçu le message, moi en tout cas, c'est un peu, ouais, mais t'es marrant, ça coûte de l'oseille de prendre des cours. Hein. Et je disais, oui, bien évidemment. Et je lui disais, d'où la pertinence d'essayer d'avoir un coach pertinent. Que ça ne soit pas forcément, hop, je prends le pro de mon club et puis c'est bon, terminé, parce qu'il entraîne un bon joueur dans le club. Ça peut être en allant dans le golf voisin. En tout cas, de voir quelqu'un de pertinent. Et là où on ne verra plus le truc comme un coût, on le verra vraiment comme un investissement. Alors certes, il n'y a pas d'argent à gagner, mais dans un investissement pour prendre encore plus de plaisir ou pour performer encore plus. Parce que c'est quand même sympa de la prendre plus souvent dans le centre du club, la balle. Je pense que ça, Ouais. que les gens soient en golf loisir ou en golf compétition, plus tu la prends dans le centre du club, ou plus tu la prends dans le centre du putter, plus c'est quand même assez cool ce jeu quand même. Et puis honnêtement, je pense que grosso modo en France, tu vas faire les cours de golf si tu enlèves les cours collectifs, mais ça va être entre 50 et 100 euros un cours de golf. Moi, je préfère mettre 100 euros dans un cours de golf avec quelqu'un que je trouve pertinent. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il est cher qu'il est bon, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui est bon, mais en tout cas quelqu'un où je me dis, son discours me parle, je sens que j'aime bien. Ah, mais il est un peu trop cher, je vais pas pouvoir y aller souvent. C'est pas grave en fait, vous y allez au rythme une fois par mois si vous pouvez pas y aller plus, une fois tous les 2 mois, et il vaut mieux faire ça que d'aller avec quelqu'un à 50 euros qui va vous emmener mais nulle part dans votre jeu de golf, et là ça va à vraiment 80 même d'ailleurs, hein, mais ouais. Non, mais c'est ce que je veux dire. Moi, je donne les extrêmes, mais en tout cas, ce qui est important, c'est quand vous ressentez que la personne qui vous parle, c'est le bon discours, ça vous parle, vous avez envie. Il faut y aller au moins une fois. Vous n'y allez pas parce que ça coûte 20 euros de plus. Enfin, ne pas y aller parce que ça coûte 20 euros de plus. Ça n'a pas de sens parce qu'après, vous faites des parcours, vous faites des green fees. Et je veux dire, les green fees, quand tu fais 30 coups de moins ou 20 coups de moins parce que tu as un bon coach, bah, tu es quand même content si tu veux sur le parcours. C'est que un sport de passionné. Tu n'as pas visité tous les recoins du parcours quand tu fais moins de coups. Tu as moins rentabilisé le green fee après. Mais voilà, après, je comprends. Je ne suis pas en train de dire que l'argent n'est pas un facteur limitant. Mais en tout cas, il y a toujours des solutions. Et je pense que, comme en couple, je pense qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je pense que mal accompagné avec des coachs de temps en temps qui ça ne vous parle pas et ça fait des mois et des mois, n'hésitez pas à aller voir ailleurs. Et moi-même, avec des élèves, de temps en temps, ils discourent au bout de quelques temps qui ne passent pas forcément. Et je sens que ça peut être intéressant pour eux d'aller voir quelqu'un d'autre. Et puis après, ils reviennent s'ils veulent revenir. Enfin, il ne faut pas avoir d'ego en tant que coach, quoi. Moi, je suis là pour que mes élèves ils progressent. Je m'en fiche. Que ça soit avec moi, c'est encore mieux. C'est pas avec moi, c'est que j'étais pas fait pour l'aider. Et j'ai pas de problème avec mon ego parce que j'en aide suffisamment à côté pour savoir que ce que je fais, c'est bien. Donc voilà, j'aurais fait mon maximum. Si je sais que j'ai fait mon maximum pour l'aider, j'ai aucun regret. Et puis la personne, elle le sait aussi que j'ai fait mon maximum. Donc elle m'en veut pas. Donc voilà, c'est cette relation-là, je pense, qui fait progresser les golfeurs et pas rester avec quelqu'un alors que ça te parle pas depuis 6 mois et que tu comprends pas ce qu'il veut te raconter. Enfin, et que tu joues de plus en plus mal de semaine en semaine. On va revenir sur notre sujet de la technologie. Mais c'est vrai. Mais merci Kevin pour ce très bon moment. On en reparlera dans un podcast psychologique. On a aussi un tout petit peu parlé des plaques de force. Plaques de force qui est un peu comme ceux qu'on a évoqués aussi un petit peu plus haut. Donc les radars de très haute précision pour aller faire aussi des bilans avec tout ce qui est biomécanique. Mais c'est vrai que les plaques de force est l'une aussi des technologies les plus utilisées par les meilleurs joueurs du monde, simplement parce que on dit souvent que le grip c'est important, parce que c'est le seul rapport qu'on a avec le club, mais les pieds c'est le seul qu'on a avec le sol, et qu'en fait Scotty Scheffler nous le montre très bien. Non, c'est une blague. C'est juste pas esthétique, mais en l'occurrence il se sert très bien du sol. Bien, ouais. En l'occurrence il se sert très bien du sol, mais qu'en tout cas justement il y a une les plaques de force permettent de mesurer en fait 3 forces, et c'est une force verticale, une force latérale et une force rotative.
En fait, comment est-ce que vous utilisez le sol? Parce que c'est bien beau de dire... C'est le torque, en fait. Ça s'appelle le torque. C'est bien beau, en fait, d'être équilibré à 50-50 ou de dire non, mais attends, il faut monter, il faut prendre de l'élan à droite, il faut prendre de l'élan à gauche. Non, là, au moins, encore une fois, tous les clichés de comment est-ce qu'on doit faire bouger les pieds, comment est-ce qu'ils bougent, comment est-ce qu'on les ressent. Encore une fois, les plaques de force permettent de le mesurer et vous seriez assez surpris suite à un passage en plaque de force, un petit peu comme, comme tu disais, Kevin, avec les radars, comme en fait, de temps en temps, de faire bouger les pieds différemment, peuvent amener des changements, mais ahurissants, de position de club, donc du coup aussi de position de face, et en fait de vol de balle. C'est assez hallucinant, en fait, tout ce qui peut passer par les pieds. Moi, je suis formé Smart to Move, donc les plaques de force aussi, et fait les formations. Et en fait, c'est vraiment, si je pouvais, je les mettrais aussi à Longchamp pour des problèmes du fait que c'est pas des box fermées, etc. Ça serait un peu compliqué au niveau installation. Mais c'est super intéressant. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de profils de gens tout le monde ne fonctionne pas pareil, en fait. Donc, on peut pas dire il faut mettre le poids à gauche, il faut mettre le poids à droite, faut pas mettre trop de poids à droite pendant la montée ou pas. Il y a de tout, il y a vraiment de tout. Et il y a des personnes qui doivent avoir cette sensation de se déplacer de droite à gauche. Il y a des personnes qui doivent avoir l'impression de rester très centrées, d'autres très à gauche. Donc il y a vraiment de tout. Donc il faut faire un peu attention par rapport au fait d'avoir, juste comme disait Seb, un peu les clichés de se dire faut mettre le poids là, faut faire ça, faut faire ci. Non, en fait, ça dépend un petit peu de chacun. Et effectivement, en fait, les trois forces qui sont latérales, verticales et rotatives qu'on appelle le torque. En fait, les joueurs qui tapent le plus fort, notamment quelqu'un comme Rory par rapport à son gabarit qui tape très très fort, c'est quelqu'un en fait qui utilise très très bien les trois forces. Moi, je sais que j'utilise très bien les trois forces aussi, que je tapais plutôt fort grâce à ça. Seb, je sais plus toi si c'était les trois ou les deux que tu faisais très très bien, mais c'est les trois aussi. C'est souvent le cas en fait. Mais il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de joueurs malgré tout de très très haut niveau. Hein. Je pense à Justin Rose, je pense à Eduardo Molinari et compagnie qui par exemple sont très très bons sur deux et pas du tout sur une autre. Exactement. Et il y en a certains qui justement n'en maîtrisent très bien qu'une seule. On va retrouver là pour les choses qui sont un peu plus visuelles, là où il y a presque même pas besoin des plaques de force. On va avoir quelqu'un comme Adam Scott qui en posture est pas mal sur les pointes des pieds. Quand à l'inverse, l'américain Matt Kuchar, qui est un petit peu plus âgé, était énormément sur les talons. Donc en fait, il y a vraiment des préférences. C'est d'ailleurs ce qui s'appelle aussi les préférences motrices, qui pourrait être un tout autre sujet encore d'épisodes de podcast. Mais qu'en tout cas, on n'est pas tous forts au même endroit, aux mêmes endroits dans les pieds. On n'utilise pas tous les pieds de la même façon. Et donc, c'est un sport de lancer qui se passe en statique, c'est ça qui rend les choses difficiles. Au final, si on faisait tous les plaques de force en lançant une balle, en pouvant se déplacer, on serait peut-être un tout petit peu plus similaires. Il y en aurait plus de gens en tout cas similaires. Le fait qu'on soit qu'on soit tous au golf, les deux pieds en statique, fait que c'est très compliqué pour beaucoup de personnes d'utiliser le sol et d'utiliser bien son bas du corps. Le bas du corps est un sujet très difficile au golf, notamment quand tu as commencé le golf à l'âge adulte, ce qui est souvent le cas malheureusement encore aujourd'hui. Et que les enfants font très très bien naturellement. Donc c'est vrai que les plaques de force, c'est très bien aussi pour des bilans. Et aussi, c'est les plaques de force qui commencent maintenant à apparaître pour le putting, hein, qu'on utilise pour le putting, parce que c'est vrai que les gens ont beaucoup de mal à savoir, déjà à percevoir, hein, quand je leur demande, voilà, essayez de vous équilibrer 50-50, il s'avère qu'il y a des personnes qui sont même 60, voire 65 à droite ou de l'autre côté. Donc ça permet aussi de beaucoup mieux se connaître, et c'est un rapport, moi, au niveau du putting, sur l'angle d'attaque. Ouais. Des personnes, on ne comprenait pas pourquoi l'angle d'attaque était un petit peu descendant, alors que je leur demandais de se mettre 50-50, et au final, il s'avère qu'eux étaient 65 à gauche à ce niveau-là. Donc au putting, même les déplacements latéraux, c'est-à-dire qu'il y avait tendance même à avoir des personnes qui prenaient la balle un tout petit peu sur la pointe parce qu'ils avaient tendance sur la dynamique à passer sur les talons. On le voyait très bien également à travers la caméra, mais ça permettait encore plus de le percevoir par un autre outil. Justement, par rapport au putting, toi, tu es plus en train de rechercher une position où la personne va être stable, elle va arriver à garder une stabilité tout au long du mouvement, j'imagine. Oui, complètement différente par rapport au grand jeu. Et donc, tu vas préférer, si ça n'entraîne pas des problèmes mécaniques, quelqu'un qui peut avoir une répartition de poids un peu spécifique à lui, mais qui arrive à la garder tout le long, que quelqu'un qui serait, entre guillemets, comme il faudrait, très équilibré, mais qu'au final ne tient pas du tout. Je pense qu'il y a des gens qui ont des faiblesses dans certaines jambes ou du mal à être sur les talons, comme disait Seb, des personnes qui ont plus des préférences à être sur les talons, sur les pointes. Et en fait, si on les met pas dans leur schéma à eux, ils n'arrivent pas à garder en fait cette stabilité, on va dire, tout au long du swing. Donc je peux imaginer que de temps en temps, tu es obligé de t'adapter
à des personnes qui en fait tiennent en position et sont en équilibre que d'une certaine façon. Oui, bah, ça va dépendre aussi du type de putter. Par exemple, il y en a qui ont des putters qui sont des arm lock. Donc, les putters arm lock sont des putters que vous calez contre l'avant-bras gauche lorsque vous êtes un droitier et qui doivent se putter aussi avec un tout petit peu plus de poids sur la partie gauche. Donc, évidemment, tout cela s'adapte. Après, il y a aussi, j'entends parler de ses préférences motrices. Moi, que je ne suis pas vraiment, ça c'est du perso. Mais en fonction de comment tu es sur tes préférences motrices, il y en a qui vont être un peu plus sur les pointes, sur les talons. Ça, c'est très spécifique à l'enseignant qui croit en ce genre de choses. Donc tout le monde ne doit pas être dans la même position dès le départ. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de voir comment les choses évoluent sur ces plaques de force. On pourrait évoquer la TJL, les gars, vu qu'on fait un épisode sur la technologie quand même qui a quand même sacrément bouleversé. Non. Ouais, et puis on nous l'a demandé en plus vraiment de savoir un peu ce qu'on en pensait. On pensait faire un épisode entier dessus. On pensait pas que ça avait forcément un intérêt, mais donner notre avis. Pas assez, ouais. Mais moi, je trouve que c'est génial. À titre perso, je trouve que ça donne une dimension à l'activité golf. Je dis bien activité golf. Ça fait rentrer l'activité golf dans une autre sphère pour moi qui peut être plus un show sympa à regarder, que tu peux prendre en route, t'arrêter, reprendre. T'as pas besoin de suivre vraiment. Il y a de l'interaction. Je pense qu'ils peuvent encore améliorer le fait qu'il y ait de l'interaction, que tout le monde ait des micros, qu'ils puissent, voilà, que ça soit vraiment perçu comme un show. Pour moi, ça remplacera pas un tournoi de golf. Mais par contre, je trouve que c'est une activité qui est super, qui est très télévisuelle comparée au vrai tournoi, on va dire. Voilà, je trouve que c'est très bien qu'ils aient mis cette partie petit jeu et chipping et putting. C'est très bien foutu avec le petit laser qui met où la balle doit être par rapport à ce qu'ils ont fait sur l'écran avant, où ils ont pu jouer sur les différentes surfaces. Je trouve que c'est très bien foutu. Je pense qu'il y a un grand avenir là-dedans. Peut-être pas en Europe tout de suite, ou en tout cas pas en France, ça c'est sûr, parce qu'il faut quand même un marché golfique et télévisuel plus poussé pour moi pour qu'il y ait un intérêt, et surtout en fait que tu aies envie de regarder parce que c'est des mecs du top 20 mondial, mais si c'est pas eux, est-ce que tu as envie de regarder ça? Et est-ce que c'est difficilement multipliable avec, tu vois, c'est trop grand pour en faire une activité pour le commun des mortels. Donc voilà, peut-être que ça évoluera encore dans d'autres façons. En tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative pour le golf et que ça donne envie, ça donne un élan très différent télévisuel, et ça peut donner à un non-golfeur l'envie de regarder. Antoine ? Moi, je n'ai pas trop de visibilité sur l'avenir sur ça. Moi, j'y crois pas vraiment, mais j'y crois pas vraiment pour des raisons économiques. Je pense que c'est quelque chose, certes, qui ramène de l'argent, mais qui coûte beaucoup d'argent. Et j'ai l'impression que, oui, c'est ludique, c'est sympa, mais je trouve ça tellement plus intéressant, moi, d'aller voir un vrai tournoi de golf que de voir des golfeurs taper dans un écran, dans un stade. Moi, c'est quelque chose qui me passionne pas vraiment. Alors, ouais, moi, je pense qu'il faut le c'est voir un comme avis deux qui est produits très- différents, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, je te Après, rejoins c'est complètement. ma Si jamais vision, on tu doit vois, parler j'essaye de de- golf en général, je te rejoins complètement sur voir des mecs taper une balle dans un écran. Ça m'amuse pas du tout. Mais en fait, je pense qu'il faut le voir comme un produit, comme un autre produit. Il faut pas qu'on ait ce côté un peu tradi de comparer. En fait, il faut juste le voir comme un autre produit avec du coup beaucoup plus d'ambiance, potentiellement tout le monde qui parle pendant que tu joues, que ça hurle beaucoup plus, les mecs ont des micros. Moi, je trouvais justement que leur tenue vestimentaire était trop normale. Ouais, je suis d'accord, ça me choque. Je suis d'accord. Je trouvais que là, il aurait fallu que les mecs soient en t-shirt, en basket, enfin, si tu veux faire un truc cool et différent, il faut que ton produit, tu l'emmènes jusqu'au bout dans quelque chose de cool et différent, en fait. Ouais, mais je trouve que c'est quelque chose qui est quand même bénéfique pour notre activité que négatif, tu vois. Après, je trouve aussi que potentiellement, je pense que tu te trompes, Antoine, au niveau des chiffres, parce que je pense qu'ils font un carton. Je pense on va voir, de toute façon, il n'y a que l'avenir qui va nous dire, hein, mais Ouais. moi, personnellement, je pense j'y que crois niveau pas. télévisuel américain, Ouais, ça je n'a pense pas, que c'est été, ça a monstrueux. pas été si bien. J'écoute beaucoup un podcast américain qui, du coup, en a parlé plusieurs fois. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des moins bonnes choses, mais eux, ils sont tous, aux États-Unis, en tout cas, ils sont très optimistes sur le développement du produit. Ouais.
En tout cas, Ouais, je il suis va moins falloir dérangé. Tu vois, moi, j'y pense là. Je suis moins dérangé par la TGL, qui est vraiment un produit différent, que par le produit Live. Ouais. Le produit Live de jouer en 3 tours au lieu de 4 en shotgun, enfin le produit, je vais pas parler du produit, je vais parler du format Live. Live a voulu faire quelque chose de différent, alors qu'en fait, ils n'ont pas fait quelque chose de différent. Ils ont adapté un petit peu un produit. Alors qu'au moins, TGL, ils ont mis les 2 pieds dans le plat, ils sont allés faire vraiment complètement autre chose. Et à la limite, je préfère des révolutions que des évolutions, moi. Oh, putain, c'était beau, ça. Ouais. Ouais. Et tu auras peut-être un petit réel sur Instagram. mais parce que je pense que effectivement, il faut pas que ça soit comparable. Et le livre, effectivement, comme tu dis, c'est trop comparable. Là, au moins, c'est 2 choses différentes, quoi. C'est quelque chose du coup qui peut être poussé. Même quelqu'un qui est très tradi, qui adore le golf, il peut se dire ouais, c'est sympa. Ouais. En fait, c'est sympa. Je me suis posé on était dans un bar, on a regardé le TGL vite fait, c'était marrant. Tiens, ils ont raconté des conneries. Tiens, il s'est foutu de la gueule de l'autre, c'était sympa. Tiens, il a bien joué ce trou. Ah, ils ont gagné. Ah, attends, c'est la semaine prochaine, c'est le match qui contre qui. On va regarder. Enfin, il y a quelque chose qui est sympa, une identité avec les ligues, avec les équipes et tout, qui est sympa, où les gens, ils essaient de créer une identité sur les gens, tu vois, avec les noms aussi des comment ça s'appelle, des villes, des équipes. Des noms des équipes qui sont les États, voilà. Il y avait beaucoup qui sont les États-Unis, etc. Pour en fait créer une identité et que les gens puissent s'assimiler en fait à ces équipes. Donc c'est vachement bien réfléchi. Je trouve qu'au niveau business, c'est très intéressant et je pense que c'est quelque chose qui va aider le golf en tout cas. On a essayé de répondre à pas mal de questions des abonnés au travers de l'épisode. Donc déjà, on espère que ça sera fait. Est-ce qu'il y avait une petite dernière question avant qu'on termine, les gars, que vous vouliez soulever, à laquelle on n'aurait peut-être pas trop répondu dans celle qu'on avait présélectionnée? Il y avait une question de Legras et la vie qui était aussi intéressante. C'est il nous demandait si on était donc les tontons, vous êtes plutôt montre ou télémètre. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, tiens. Ouais. Exactement, donc montre ou télémètre. Moi, ça va être très rapide. Moi, j'ai jamais utilisé de montre. Ouais. Donc du coup, je réponds télémètre. Kevin, toi, tu as utilisé beaucoup les montres. Nous, on utilisait beaucoup les télémètres. Est-ce que, par exemple, il y a une précision qui est aussi importante avec le télémètre qui, pour moi, est ultra précis? Et comme je n'utilise pas la montre, est-ce que c'est extrêmement précis? Après, je pense que de toute façon, dans le télémètre, on va avoir des choses qu'on n'a pas dans la montre et dans la montre, des choses qu'on ne va pas avoir dans le télémètre. Alors, le télémètre, il donne pas l'heure déjà. Il peut maintenant. C'est vrai. Ils font des trucs de fou maintenant. Donc moi, évidemment, j'ai commencé à utiliser la montre quand j'ai commencé le coaching parce que déjà, on m'en a fourni une. C'était déjà un premier élément. Mais j'étais un peu dubitatif parce que pour moi, c'était un peu... je me dis, attends, quand t'es joueur, t'as un Bushnell, t'as un télémètre, quoi, la montre. Ça fait un peu papy. Et puis au final, je me suis pris au truc où je trouve que c'est vachement bien. Moi, j'utilise, pour être très honnête, les deux. C'est-à-dire que du départ, en fait, c'est mon mini carnet de parcours. En fait, sur n'importe quel parcours où je vais dans le monde, en fait, j'allume ma montre, je sais la distance qu'il y a jusqu'au trou, j'ai le dessin du trou, je sais tous les obstacles, entrée, fond d'obstacles. Je vois le dessin, comment il est. J'appuie sur un endroit, je me dis, tiens, si je joue à cette distance, il me reste combien? Enfin, en gros, j'ai un carnet de parcours qui est intégré à ma montre. Après, il y a les télémètres qui font ça maintenant aussi, non? Ouais, maintenant, ils essayent de coupler les deux. Donc ça, franchement... Et bon, ils valent 15 000 €, quoi. Non, mais ça, franchement, pour moi, ça n'a pas de prix. Enfin, tu vois, à chaque fois qu'on joue des parcours, par exemple en stage, Antoine, bon, maintenant on les connaît, mais des parcours qu'on pourrait ne pas connaître, en fait, j'ai un avantage énorme sur des parcours que je ne connais pas. Quand je suis en coaching avec les gens aussi sur le parcours, en fait, j'ai pas besoin de mon télémètre. J'y vais, je leur dis voilà, il faut jouer ici, il faut jouer là, il faut faire ci. Là, j'ai la distance pour l'entrée, milieu et fond de green. Je connais à peu près leur distance, je peux les aider, tu vois. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas une montre qui te donne la distance exacte au drapeau aussi précis que le télémètre. Bah non. Là, pour l'instant, non, tout simplement parce que les drapeaux ne sont pas équipés de récepteurs qui pourraient le faire. On voit certaines voiturettes qui le font sur certains golfs parce que justement, il y a des capteurs sur les drapeaux et du coup, ils te disent sur l'écran de la voiturette, parce que parfois, il y a des écrans sur les voiturettes, ils te disent l'emplacement exact du drapeau. Et c'est pas tout le temps très accurate non plus. Ouais, bien sûr.
Donc non, pour l'instant, tant que tu veux jouer entre guillemets à la précision au mètre et au drapeau, malheureusement, ça sera toujours plus ou moins le télémètre qu'il faudra prendre. Et si jamais la montre, je trouve le côté de la montre très pratique. Voilà, je trouve que pour beaucoup de personnes, c'est largement suffisant. En tout cas, ça donne un côté pratique pour la stratégie, pour voir ce qu'il y a à faire, combien il vous reste. Voilà, vous jouez les milieux de green, ça va très bien. Les distances des milieux de green, ça ira très bien. Voilà, si vous voulez passer sur un niveau de précision encore un peu plus poussé, effectivement, il faut avoir un télémètre. Et sinon, vous pouvez avoir un télémètre qui, effectivement, maintenant, vous avez le dessin du parcours aussi dans l'œil, etc. Vous pouvez faire un peu la même chose. Mais pour moi, je trouve ça moins pratique. Donc, voilà. Donc je trouve que l'idéal, c'est les deux. Après, c'est les deux. C'est ça, les vous achetez les deux deux. au practice avec des plaques de force, un Trackman, un Flightscope et un GC Quad. Pendant qu'on met la caveste, et il faut qu'il y ait un pro à 100 euros. Et avec un pro à 100 euros. Tu vois, c'est pas très cher. Tu vois, en fait, ça va la technologie. C'est un bon résumé, ça. Bah tu viens en Porsche Cayenne après avoir pris un jet. Parfait. Et du coup, à travers cet épisode, on essaie de dire que le golf est accessible pour tous. C'est bien. Ça s'est vachement démocratisé quand même. Bon, du coup, on espère qu'avec cet épisode, on a. Alors, Kevin, vas-y si tu veux terminer. Non, je voulais quand même faire un micro résumé de tout ce qu'on a dit. Je pense qu'on peut en faire un chacun. Il y a Antoine qui doit aller dîner, Kevin. Bon, non, de toute façon, on m'avait dit que c'était possible jusqu'à 22h10 la dernière table, et là il est 22h09, donc autant vous dire que je sais pas. On est large. Ah, attendez, j'ai un Kinder Bueno. Ah, il me reste un petit Kinder. Voilà, très bien, ça sera très bien. On a dit pas de pub. On a parlé de la nutrition il y a pas très longtemps. Ben voilà, j'espère que Nadia sera contente de savoir que ce soir j'ai mangé un Kinder Bueno et que ça sera très bien comme ça. On se fait un petit mot chacun, et on en profite de faire nos sponsors chacun en même temps, comme ça on fait tout en un. Allez, moi je voudrais remercier Golf Planet, notre média digital, le média digital des tontons golfeurs, qui est bien évidemment accessible sur le site internet, mais aussi sur l'application qui est complètement gratuite. Vous pouvez retrouver toutes les actualités du golf mondial, des tontons golfeurs, et vous pouvez même vous inscrire à la newsletter pour être au courant de tout ce qui s'est passé le lundi matin. Et du coup, moi, ce que je veux dire vis-à-vis de la technologie, c'est faites attention. Faites attention, comme la technologie peut énormément vous aider, la technologie peut énormément vous desservir aussi. Donc, soit vous savez comment utiliser la technologie seul, que ce soit le radar ou une montre ou quoi que ce soit vous demandez conseil à quelqu'un qui est compétent. Mais faites attention avec la technologie. Même si c'est génial. Vas-y, Antoine. Ouais, écoutez, moi je voudrais remercier à nouveau donc Callaway qui est notre partenaire depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'ensemble des nouveautés qui sont sorties dans vos magasins préférés le plus rapidement possible. Si vous n'avez pas fait de fitting, surtout n'oubliez pas, des clubs fités sont mieux toujours que des clubs non fités. Moi, concernant la technologie, je pense que c'est un support. Et que quoi qu'il arrive, ça sera toujours bénéfique. Il y aura toujours du positif. Donc si jamais vous n'êtes pas très réceptif à ça, dites-vous que ça va vous permettre tout simplement de comprendre des choses que vous n'aviez peut-être pas comprises avant. Et par conséquent, ça ne peut vous apporter que du positif. Il faut s'ouvrir. Je pense que dans le monde dans lequel nous sommes, que ce soit dans le golf ou en dehors du golf, il faut s'ouvrir de plus en plus pour comprendre des choses. Et en tout cas, la technologie est l'un des facteurs favorables à tout ça. Et surtout mesurer. Moi, ça me fait penser ce que tu disais, ça permet de mesurer en fait. Donc qu'on soit pour ou contre, en fait, c'est que ça permet de mesurer. Et un grand merci à Wally Club Maker pour son soutien sur toute la partie digitale, que ce soit enfin pas toute la partie digitale, mais sur les réseaux sociaux, sur les montages vidéo, et voilà, et pour tout l'accompagnement qu'ils font au quotidien avec moi aussi à Longchamp. Moi, un dernier petit mot. Après, vous avez dit l'essentiel de ce que j'aurais pu dire, vu qu'on est trop copains, on est trop connectés. Et, voilà. Mais en gros, oui, moi, je trouve que la technologie est comme l'IA le sera bientôt. Il faut vivre avec son temps, il faut être curieux. Il faut faire évidemment attention parce qu'on peut vite se perdre, mais voilà, il faut être bien accompagné, il faut aller. C'est un sport de passionné, donc de toute façon c'est
ça serait dommage de ne pas essayer plein de choses, d'avoir des expériences différentes pour essayer de progresser dans son golf et surtout de mieux comprendre. Et je pense que là est l'essentiel, c'est d'arriver à mieux comprendre ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait moins de bien, pour éviter de se perdre, pour essayer de vraiment cibler chacun les choses qui vont vraiment avoir un impact pour notre progression et pas aller dans de l'esthétisme ou du visuel ou de la non-compréhension et de l'imagination ou de la sensation. Il faut se servir de tout ça, mais je trouve qu'en s'aidant de la technologie, que ce soit de la vidéo au radar ou encore avec d'autres outils encore plus poussés, on se rapproche d'une précision et de quelque chose qui est clarifié et qui n'est pas discutable. Donc voilà, je vous invite à essayer. Eh bien, messieurs, un grand merci pour cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi d'autres épisodes. Bien évidemment, celui-ci sur la technologie était vraiment extraordinaire. J'ai envie de dire, maintenant, il y en a plusieurs à écouter avant. Donc, n'hésitez pas à vous remettre différents épisodes. Sébastien, je te laisse clôturer le dernier mot de cet épisode. Eh ben oui, merci à vous les gars pour cet épisode. Merci à vous toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout pour ce 35e épisode consacré à la technologie. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur toutes les plateformes des réseaux sociaux pour voir nos petites vidéos justement sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. On est trouvable à chaque fois les Tontons Golfeurs. Vous pouvez nous contacter aussi par email. Ceux nous ayant contactés peuvent confirmer qu'on répond à tout le monde. Donc lestonsgolfeurs@gmail.com. N'hésitez pas à partager nos épisodes aussi dans vos stories, sur les réseaux sociaux. Nous, ça nous permet de continuer à grandir et de continuer à voir aussi un peu qui nous écoute, qui prend du plaisir. Et bien évidemment, nous, on continue. On sera là dans 2 semaines pour le 36e épisode des Tontons Golfeurs. Je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon dîner pour toi, Antoine, avec ton Kinder Bueno. Merci beaucoup. Salut les gars. Allez, à Salut plus. les gars. Allez, ciao.